create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bon après-midi, Montréal. Bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Nous sommes dans la satosphère. Bonjour, vous allez bien? Oh, l'énergie de 16 heures un jeudi, elle est un peu... guys, come on! Montréal Connect, vous êtes toujours là? OK. On veut quand même un public... qui interagit avec le contenu qu'on va vous présenter, de faire partie de la conversation. Merci d'être ici. Mon nom est Armaf Camille, l'animateur d'MTL Connect. On a passé 3 jours ensemble à débattre de super sujets, des belles conférences, des panels, et on continue avec une rencontre secteur d'excellence présentée par la Ville de Montréal. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter les intervenants. Petite anecdote, je connais très bien le modérateur Bruno. Bruno et moi, on a eu la chance de travailler ensemble jadis, il y a plus de 10 ans, dans le cadre de d'autres fonctions. Ces fonctions-là nous ont même menés à être ici, à même la SAT, dans la satosphère, à couvrir un événement de jeux vidéo qui faisait partie d'un festival. Bref, Bruno, je te salue et ça fait plaisir de pouvoir t'introduire aujourd'hui comme modérateur de ce panel. Vous le connaissez sûrement, Bruno Guglielminetti. Bref, content de... Oui, je vois que Mme hoche la tête. Qui d'autre? Of course, the man, the myth, the legend. Content de pouvoir le présenter aujourd'hui. Bref, je divague. Je veux prendre le pouls un peu. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui que c'est leur première journée ici à MTL Connect? Monsieur qui lève la main. Bienvenue. Madame, bienvenue, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont été ici les 3 derniers jours? Monsieur, oui, super. Monsieur Cyborg. Je me rappelle de vous. Oui, vous êtes un cyborg. Yes, d'après la définition d'Antidote. Bref, merci d'être ici. Pour ceux qui nous suivent depuis les 3 derniers jours, vous avez aimé votre séjour MTL Connect à date, oui? Oui, thumbs up. OK, je vais faire un survey officiel à la fin de l'événement. Pas obligé de perdre le temps de nos panélistes. On part. Allons-y. Alors, sans plus tarder, je vais les présenter. Ils vont monter sur scène. Je vais les nommer par leur prénom. Ils vont s'installer. Vous allez les applaudir. On va introduire le modérateur et on part. Je pars. Alors, premièrement, j'invite Maxime Thibault-Vézina. Suivi par François-William Croteau, Hervé Boudou, Stéphane Guidouin et notre modérateur, Bruno Guglielminetti. Bon panel. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, question de mettre la table. Ça, c'est le fun, ça. Je n'ai pas besoin de mettre la table la discussion. Je vais demander à un panéliste, je n'allais pas dire choisi au hasard quand même, parce que c'était planifié. Alors, il y a Maxime Thibault-Vézina qui est déjà là pour mettre la table à cette discussion. Merci beaucoup, Bruno. L'objectif, là, c'est rapidement de vous mettre en contexte en lien avec ce dont on va discuter aujourd'hui, ce qui est le programme Montréal en commun. C'est un programme de ville intelligente. Si j'avais à le résumer très rapidement, on pourrait dire ça, c'est 6 ans d'expérimentation puis de collaboration qui a conduit à la conception de plus d'une 20aine de solutions innovantes pour la transition écologique des quartiers à Montréal en matière de mobilité, d'alimentation, de données ouvertes puis d'expérimentation réglementaire. C'est beau, hein? Oui. Fait que, juste revenir, je vais tester pour la petite histoire. Il y a peut-être des visages que vous reconnaissez aujourd'hui. Ils sont plus grisonnants aujourd'hui, un peu. Cherchez-moi pas, je suis pas là. Je suis encore au cégep. Non, c'est pas vrai.
Pour la petite histoire, donc, Montréal en commun, c'est un programme qui est issu, qui a été né grâce à une initiative du gouvernement fédéral qui est le Défi des villes intelligentes du Canada. Lancé en 2018, l'idée, c'était d'inviter les villes à proposer une candidature ville intelligente qui permettrait d'améliorer les services aux citoyens. Et les villes qui étaient de 500 000 habitants ou plus, le premier prix, donc, était quand même de 50 millions. Donc, on avait 6 ans pour dépenser 50 millions d'une certaine façon, mais pour mettre en œuvre la candidature. Dans la mesure où Montréal a gagné, on voit ici François Croteau et Stéphane Guidouin qui sont très heureux. Il y a ma collègue Marjolaine qui est toujours au LIUM avec moi à la Ville de Montréal. Petite mise en contexte, je suis chef de division au laboratoire d'innovation urbaine de la Ville de Montréal, qui est une unité dans la Ville de Montréal qui travaille à implanter des solutions innovantes. Qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné? Essentiellement, si on se comparait aux autres villes, il y a une chose qui ressortait, c'était des idées très technocentrées, très intéressantes par ailleurs, mais qui étaient vraiment donc, comment est-ce qu'on utilise le numérique pour améliorer nos administrations, puis les services, puis nos capacités prédictives. Donc, il y avait une particularité de la candidature montréalaise, c'était, oui, ancré sur le numérique, mais aussi beaucoup sur les communautés. Donc, ce qui distinguait l'approche montréalaise, c'était l'idée de vouloir livrer, concevoir avec les communautés des solutions de villes intelligentes et de pouvoir les mettre en œuvre, les implanter durablement avec ces mêmes communautés. Donc, on est plus dans une approche qui est quand même de plus en plus populaire, là, de People-Centered Smart City, pas juste de Tech-Centered Smart Cities. Donc, centré sur l'humain, centré sur les communautés, pas seulement centré sur la technologie. Concrètement, qu'est-ce que Montréal en commun proposait? Bien, déjà, d'abord, qui dit ville intelligente dit données. Donc, ce que Montréal voulait faire, c'était de mettre le pari de développer avec les communautés, avec les organismes communautaires, les universités, les centres de recherche, des pôles de données ouvertes où est-ce qu'on allait mutualiser, mettre en commun, travailler en collaboration pour développer des pôles de données qui allaient nous permettre de développer des solutions intelligentes à long terme à Montréal. Donc, l'idée, c'était pas seulement de rendre les données accessibles. Montréal avait déjà fait beaucoup d'efforts en termes de données ouvertes, mais là, c'était de produire puis de mettre en commun les données de plusieurs acteurs, communautaires, santé publique, mobilité. Il y a beaucoup d'acteurs en mobilité urbaine à Montréal, donc comment est-ce qu'on mettait en valeur leurs données pour développer des solutions intelligentes? Et comment est-ce qu'on le faisait de manière ouverte? Donc, l'approche numérique de Montréal en commun, cette idée de développer des communs numériques, en tout cas d'aller aussi loin que possible dans cette idée-là de commun numérique et de permettre à des acteurs de différents milieux de travailler ensemble pour développer des solutions innovantes. Le numérique, c'est juste un aspect de Montréal en commun. Il y a une grande tangente de Montréal en commun qui était aussi sur l'innovation sociale. Montréal en commun, la communauté montréalaise faisait le pari que l'innovation sociale, que la seule innovation technologique sans s'accompagner d'innovation sociale allait limiter les impacts potentiels des solutions. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée était de développer ces solutions-là avec les communautés, puis aussi de trouver des solutions aux freins qu'on pouvait rencontrer en innovation, que ce soit au niveau du partage de données, mais aussi au niveau de la réglementation urbaine. Donc, notamment, là, on peut voir une image où est-ce qu'il y a des activités avec les citoyens dans le cadre d'un projet qui s'appelle le laboratoire d'innovation, les laboratoires civiques pour l'expérimentation réglementaire, porté par la Maison d'innovation sociale avec d'autres acteurs du milieu de la recherche et la Ville de Montréal. Très concrètement, qu'est-ce que ça a amené comme résultat? Là, j'avais censé d'avoir une animation super belle travaillée, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pas la plus belle diapo du monde, mais ce que je peux dire, c'est sur la base des projets plus macro-numériques, on a beaucoup travaillé sur la question du Mobility as a Service, donc la mobilité intégrée. On a travaillé avec l'ensemble des acteurs, l'Autorité régionale de transport métropolitain, mais aussi toutes les OPTC à Montréal, pour développer une intégration, une interopérabilité de leurs jeux de données qui allait permettre de développer des solutions au niveau de la planification, de la tarification dans des applications uniques comme Chrono.
Donc, on a livré beaucoup de briques technologiques en travaillant en collaboration avec la RTM sur ces projets-là. On a investi dans l'intégration de données sur des planifications, comme par exemple, là, on peut voir l'intégration des données du taxi dans Transit. C'est aussi un projet supporté par Montréal en commun. Mais au-delà de l'approche plus macro de prévisibilité, il y a aussi toute une approche au niveau de la mobilité de quartier. Donc, comment est-ce qu'on change les comportements en supportant des projets qui encouragent la prise en charge du vélo, qui encouragent la mobilisation citoyenne dans les quartiers. Locomotion, dont on ne voit pas le logo. Si j'avais eu mon animation, ça aurait bien fonctionné. Est aussi un projet qui a été supporté dans Montréal en commun. Donc, on a commencé à le déployer dans 3 communautés. Locomotion, c'est une application qui permet de partager des véhicules entre voisins gratuitement ou de prêter des véhicules comme des voitures, des vélos remorques, moyennant un très petit coût. Ce qu'on a fait par ailleurs du côté de l'alimentation, on a beaucoup investi dans la production expérimentale en serre. Donc, on a construit une serre expérimentale, par exemple, dans le quartier Louvain-Est qui permet de produire des fruits et légumes en hiver grâce à du compost en décomposition. On a un projet très intéressant de carte proximité qui permet, grâce à une infrastructure numérique développée dans le cadre de Montréal en commun, aux personnes en situation de vulnérabilité d'avoir accès à des paiements automatiques dans les marchés solidaires puis publics de Montréal. On a développé aussi des pôles alimentaires locaux qui permettent de renforcer les infrastructures mutualisées en alimentation pour être plus efficaces dans notre capacité de distribuer des aliments frais aux populations plus vulnérables. Donc, mutualisation des cuisines, des camions, des entrepôts, de l'entreposage, de la production. Comment est-ce que ces gens-là travaillent plus efficacement en réseau a beaucoup été soutenu dans le cadre de Montréal en commun. Juste en terminant rapidement, on a évalué l'ensemble des résultats qu'on a. Oui, il y a ces solutions-là, ils ont des gros gains potentiels s'ils sont déployés à plus grande échelle. Certains le sont déjà, mais d'autres non. Pour la diminution des gaz à effet de serre, pour l'inclusion sociale, pour la valorisation des déchets, pour la dépendance à l'automobile, pour la production de consommation d'aliments frais. Ce qu'on a aussi évalué, c'est l'ampleur de ce que ça fait de travailler en collaboration avec les communautés. On a des solutions qui sont pérennes, durables dans les milieux où est-ce qu'ils ont été implantés. J'ai dépassé mon temps, j'arrête. Merci beaucoup, Maxime. Je pensais être un Montréalais modèle, mais je dois avouer, Louvain-Ouest, la serre de Louvain, c'est où ça? C'est, dans le fond, il y a un grand Dans quel champ quartier, quel arrondissement? c'est dans Annecy. Merci. Oui. Bon. J'avais pas endroit à besoin découvrir à d'être Montréal. aussi spécifique. Merci. Je suis sûr qu'il y a plein de gens. D'ailleurs, je tiens à saluer les gens qui nous regardent en ligne. Il y a des gens en salle, merci de vous être déplacés. Mais il y a aussi des gens qui sont en ligne, alors je les salue. Là, il y a des gens autant dans la salle qu'en ligne qui se posent une grosse question. Maxime, vous avez dit que vous étiez au cégep à l'époque qu'on a pris la photo. Il y a François et Stéphane qui étaient sur la photo. Mais là, ma grande question, c'est que Hervé Baudou, qui est juste à côté de moi, là, vous étiez où, vous, pendant qu'ils ont pris la photo? Je devais être au cégep aussi, je pense. Bon, voilà. Donc, on a 2 qui font partie de l'équipe du départ de Montréal en commun, puis par la suite, des gens qui sont venus renforcer cette équipe-là. Mais quand on parle de données, vous avez donné des exemples, puis merci, Maxime, d'avoir mis la table comme ça, mais quand on parle de données, à quel type de données ont été récupérées pour arriver à faire ça? Si on parle... Mais Maxime, je vais demander aux 2 plus vieux là, de la scène. Les 2 grands-pères avec des poils blancs. En fait, les données étaient quand même assez variées. Donc, on parlait notamment de mobilité. Donc, en fait, les acteurs de mobilité, autant publics, là, donc transport en commun, STM, etc., que d'autres acteurs, eux, ils étaient prêts à les donner. Et en fait, avec cette perspective de se dire, des systèmes de mobilité, c'est tellement complexe qu'il n'y a personne qui est capable seul d'avoir une perspective d'ensemble de ce qui se passe. Donc, en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés en disant, si vous mettez en place une infrastructure numérique pour qu'on puisse mettre des données, on serait intéressé à le faire dans le contexte où on pourrait obtenir une compréhension globale qui nous permet éventuellement de nous-mêmes améliorer notre offre, nous spécifier. Donc, le point de départ, et qui était à la fois une force et peut-être a été une faiblesse aussi à un moment, c'est de dire, on n'a pas défini toujours
où était exactement la valeur qu'on voulait générer. Et en fait, on avait un buffet complet de choses qu'on pourrait faire, de données qu'on pourrait aller chercher, mais il y a eu un travail qui a pris un certain temps, qui a atterri sur les exemples qu'a donné Maxime tout à l'heure, mais c'est sûr qu'au début, il y a eu un effort de découverte et d'exploration de l'ensemble des possibles qu'on n'avait pas nécessairement eu le temps de faire pendant la candidature parce qu'il fallait marcher un peu au pas de course, mais c'était des données d'infrastructure, des données de déplacement, des données de services disponibles, etc. Donc c'était vraiment une quantité illimitée avec pas toujours de l'interopérabilité qui était prévue ou des choses dans ce genre. Donc il y avait quand même beaucoup de couches à travers lesquelles il fallait aller pour être capable de générer du sens collectif avec tout ce qui était disponible. Mais François, vous qui êtes hyper organisé dans la vie, j'imagine que vous avez dû prioriser des données. En fait, la démarche préalable à mener à l'identification de données a été celle de cibler ou d'identifier des cas d'usage qui nous permettraient de construire Montréal en commun. Et ce que Maxime a dit, c'est ce qui a fait en sorte que nous avons gagné à l'époque, c'est la démarche de mobilisation collective où on a mobilisé près de 200 acteurs de la société civile, des organisations à but non lucratif, des gens d'innovation, des chercheurs, dans des démarches pour prioriser ce qui étaient les sujets ou les thèmes prioritaires pour les citoyens montréalais, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez que nous améliorions comme ville en termes, oui, de numérique, mais le but n'était pas le numérique. C'était de dire qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer et ensuite, on choisira les données que nous avons besoin, les solutions numériques, mais ça, c'est la finalité, c'est la fin. Mais le but était d'améliorer la qualité de vie des gens. Et ce sont les gens, les citoyens, les partenaires qui ont identifié 2 thématiques principales, c'est-à-dire avoir accès à une alimentation saine de proximité et améliorer la mobilité de proximité. Et donc, ces 2 thématiques ont vraiment influencé par la suite le développement de différents cas d'usage, donc une vingtaine de projets. Et c'est après quoi qu'on a pu définir quelles données qui étaient nécessaires pour chacun de ces cas d'usage. On avait le rêve de ces 3 grands pôles de données en mobilité, en alimentation et en données sociales. Je me rappelle qu'en termes de données de mobilité, il y a eu quelques obstacles sur notre parcours, entre autres un qui s'appelle la RTM, qui est toujours un obstacle en matière de mobilité intégrée. J'ai le droit de le dire maintenant, je ne suis plus politicien. Je peux le dire franchement. Et aussi, les différents partenaires, les fournisseurs de mobilité, il y avait des fournisseurs privés, d'autres non privés. Comment on arrime ces données qui peuvent être concurrentielles et d'autres non? Et ça demeure toujours un enjeu aujourd'hui, d'autant plus avec la loi 25, ça vient complexifier les choses. Donc, on se retrouve dans une courte pointe de données très différentes, mais qui, mis ensemble, peuvent résoudre certaines problématiques et répondre aux besoins qui avaient été identifiés à ce moment-là. Je vais juste rebondir rapidement sur quelque chose qu'a dit François, qui est important, c'est que la démarche était vraiment basée sur des sondages et de l'engagement citoyen qu'on a fait. Et ce qui ressort, parce que ce qui ressortait à l'époque et qui, à mon avis, ressortirait encore aujourd'hui par rapport à un message qu'on entend, ce que les gens nous disaient, c'est pas « je veux passer moins de temps à un feu de circulation ou je veux aller plus vite ». Ce que le monde disait, c'est « je veux que mon quartier soit plus agréable à vivre ». Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce qu'on entend à un tableau régulier des algorithmes d'optimisation puis de choses dans ce genre, mais ultimement, quand on va au contact du monde, c'est pas nécessairement ce qu'on entend. C'est sûr que si on parle à quelqu'un dans sa voiture puis qu'il est devant un feu, il va dire « j'aimerais que ça aille plus vite ». Mais nous, quand on a fait notre démarche, c'est pas tant que ça qui intéressait. Et la définition de l'objectif qu'on se donne collectivement à atteindre est, à mon avis, beaucoup plus importante que quand on arrive avec des solutions algorithmiques qui nous disent « ah bah tenez, voici une solution qui va résoudre tous vos problèmes ». T'es qui pour décider c'est quoi notre problème, c'est quoi notre ambition collective? Maxime, Hervé, je vous voyais tous les deux hocher de la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen demande toujours la même chose? Il y a une façon de discuter de ces sujets-là avec le citoyen, à mon avis. Lorsqu'on pose une question très polarisante, êtes-vous pour ou contre les pistes cyclables? Tu vas avoir des réponses polarisantes.
je pense qu'une partie de Montréal en commun, qui était très intéressante en termes justement d'innovation, c'est de réunir des gens qui n'avaient pas nécessairement les mêmes idées dans des espaces de dialogue, puis de les faire discuter ensemble du besoin réel qu'il y avait, puis de faire émerger des solutions à partir de ça. Ça n'a pas toujours été parfait. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des conflits. Mais souvent, ce qu'on voit sur la place publique, c'est des questions qui sont polarisantes. Lorsqu'on parle de bien-être, lorsqu'on parle de vie de quartier, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de points communs qu'on peut croire, puis que les gens sont prêts à travailler ensemble, à adopter des solutions qui, en temps normal, auraient été repoussées par certaines personnes. Donc ça, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus, mais je vais laisser Hervé aussi répondre. Ouais, merci. Ben, pour compléter, je vois aussi le niveau de, oui, ce que les citoyens demandent, partagent, comment la ville de Montréal se l'approprie, l'interprète, mais aussi comment les OBNL derrière comment ça va se traduire pour eux. Tout à l'heure, tu parlais de locomotion sur, OK, mettre en place un système de, ce serait cool si on pouvait se partager nos vélos, ça diminue le nombre de vélos individuels, mais aussi ça facilite l'utilisation des remorques, par exemple. Mais pour l'OBNL qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les données personnelles à collecter. Ah, mais ça, données partagées, oui, on est à la limite. Mais ça veut dire des données sur la réduction d'impact écologique, d'empreinte carbone, par exemple. Donc il y a vraiment aussi ce niveau-là d'appropriation par les organisations de ce que les citoyens veulent, comment la ville l'interprète, puis qu'est-ce que les organisations voient et comment ils peuvent le mettre en œuvre, puis vient après derrière le numérique sur, OK, comment est-ce que quelles sont les données dont on a besoin, puis comment on va les collecter, puis les partager. Dans le leadership de ce projet-là, bien évidemment, il y avait la ville qui était là, mais il y avait aussi donc beaucoup de partenaires à qui vous alliez demander de participer à ce projet-là. Comment vous arrivez à gérer, parce que je vois l'ouverture que vous avez envers les organisations, envers les citoyens, mais comment on arrive à gérer ça, la gouvernance d'un projet comme celui-là? Comment ça se passe? Je peux commencer sur la partie émergente, puis je pourrais laisser peut-être Maxime et François continuer sur la mise en œuvre. Mais c'est sûr que c'était vraiment une approche, comme je viens de le dire, émergente. C'est-à-dire qu'on a juste, sur base de ce que la population des citoyens et des sondages qu'on avait fait, des analyses, disaient, où on arrivait sur qualité de vie, mobilité, accès à l'alimentation, nous, on a fait des appels à projets et comme disait Maxime, on a créé des espaces de dialogue. C'est-à-dire que nous, on n'était pas là en tant que ville pour dire, là, on va prendre la première à droite, puis après, on va tourner à gauche, puis après, on va arriver à destination. C'est à quoi on a toujours été habitué. Ben, effectivement, et c'est sûr que c'était surprenant, puis je pense que c'était rafraîchissant. Mais pourquoi on a fait ça? C'était pas par un esprit particulier, c'était de suivre une logique d'innovation, de dire on ne sait pas. Toutes ces réponses-là, tous ces enjeux sont tellement systémiques qu'on n'est pas capable de prédéfinir ça va être quoi la bonne solution. Donc, c'était vraiment d'arriver et d'amener... Donc, comme le disait François, on a fait notamment un atelier où il y avait à peu près une journée de travail où il y avait à peu près 150 représentants, organismes OBNL, et on les a vraiment fait travailler ensemble sur comment leur projet individuel, souvent chacun arrive avec son projet, puis c'est ce qu'on vit beaucoup à la ville, c'est OK, on a des porteurs de projets, ils arrivent en disant mon projet c'est le meilleur. Il est intéressant, mais ça répond souvent que juste à une partie d'un problème. Donc la question c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on est capable de combiner différents projets. Par exemple, pour arriver à des notions de chaîne de logistique partagée pour l'alimentation locale avec du partage d'infrastructures, donc des cuisines partagées, des camions partagés. Et là, quand on arrive avec ça, chacun arrive un peu avec sa pierre à l'édifice et on est capable de construire quelque chose ensemble. Donc, c'était vraiment de l'accompagnement de l'émergence pour que des gens qui avaient chacun un peu sa petite pierre, on leur dit tiens, si tu la mets là, puis qu'après on fait comme ça, puis là, on est capable de construire un beau mur, puis qui se tient, puis qui a une certaine cohérence. Donc, en termes d'émergence, c'était vraiment l'idée d'inviter en fait le monde simplement à dire à quoi vous pouvez contribuer dans ce qu'on essaie de construire ensemble. Avant de passer à vous, François, je veux juste mentionner que ce que je trouve intéressant, c'est que le fait de les amener à travailler pendant toute une journée, ça aide aussi à l'adhésion du projet. Parce qu'après avoir passé une journée à essayer de trouver des solutions en commun, là, vous avez plusieurs ambassadeurs dans la salle avec ça. Tout à fait. Ouais. Puis, François? ce qui s'est fait cette journée-là, avant de juste poursuivre, c'est qu'on les a aussi forcés à identifier quelques projets porteurs parmi tous ceux qui avaient été proposés. Donc, il y avait de 150 à 200 personnes qui avaient des projets.
On a forcé donc certains d'entre eux d'abandonner leur propre projet et se rallier autour d'un qui pouvait être plus mobilisateur et d'identifier qui pouvaient être les meilleurs porteurs de ces projets-là. Donc, c'est le milieu qui décide. Oui. Et par la suite, mais il n'y a pas juste un milieu qui décide. Et c'est là aussi, si je veux rebondir, c'est qu'il y a ces gens-là à porter, mais il y a aussi le politique à mobiliser. Hein? Donc, ce qui était un élément important, c'était aussi le fait que nous soyons alignés sur les mêmes orientations et objectifs. Parce que vous pouvez imaginer que lorsque la Ville de Montréal gagne 50 millions de dollars, il y a beaucoup de mes collègues qui voulaient leur part du gâteau et qui se demandaient ce qu'on allait faire avec Et donc, cette idée de justification, de vulgarisation, d'être un ambassadeur, d'expliquer, de démontrer qui vont travailler et pourquoi on donne cet argent-là, bien moi, je me devais aussi d'être le porte-parole de ceux qui travaillaient sur le terrain et de m'assurer de la cohérence administrative et politique du projet pour éviter que, justement, ça dérape. Et petite anecdote assez intéressante, c'est qu'on a attendu quand même une année avant de recevoir le 50 millions parce que le provincial, les municipalités, c'est un champ de compétences provincial et l'argent venait d'Ottawa. Et Québec, après coup, a voulu mettre ses propres conditions d'octroi de 50 millions. Et ça a pris 1 an de négociation entre le fédéral et le provincial pour qu'ils s'entendent sur comment donner le chèque à Montréal. Aussi simple. Donc, parfois, on s'en fâche. Les promoteurs se plaignent des permis de construction, mais juste pour un chèque de 50 millions une année. Mais tout ça pour dire que derrière la mobilisation, il y a aussi un élément important. Si le politique n'est pas aussi soutenant pour que le projet se réalise et qu'il y ait ce soutien-là indéfectible, bien, par la suite, ça devient difficile de poursuivre. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Et de là, l'importance que vous soyez, vous, présent lors de ces événements-là pour par la suite être capable de porter le ballon devant vos collègues élus? Oui, lancer un message. Je me rappelle, j'ai participé à leur journée au complète avec les gens aux ateliers, j'écoutais et tout. Je pense que j'ai pratiquement participé à toutes les activités. Mais c'était un message envoyé aussi à la collectivité que l'administration soutenait le projet et y croyait aussi. Et ça, c'est un facteur mobilisant très important. Je vois le temps qui passe, puis il y a d'autres angles sur la question sur lesquels je vais aller avec vous. Comment on arrive à se faire parler? Parce que là, tout le monde arrive, bon, vous aviez fait des choix, mais tout le monde arrive avec leur lac de données, leur système, leur façon d'emmagasiner toute cette information-là. Comment on arrive à transposer ça, à faire parler tout ça pour que ça fasse du sens pour tout le monde? Maxime? Bien, c'est là où le lieu m'a joué, j'appellerais ça le rôle, je me base un peu sur le domaine de l'impact collectif. Là. Désolé pour ceux qui ne sont pas familiers, mais Prenez le donc rôle 30 secondes pour expliquer. Expliquer l'impact collectif en 30 secondes. Ben oui. Non, vous irez lire. L'idée, c'était que le lieu me joue le rôle d'une colonne vertébrale, a backbone structure, une structure de soutien qui allait animer cette communauté d'innovation-là, puis faire travailler le monde en collaboration pour faire des choix. C'est pour faire ce travail-là à la base que Stéphane m'avait embauché dans le cadre du programme du défi des villes intelligentes. Je ne suis pas ingénieur. Je viens du domaine de l'innovation sociale. Puis cette approche-là d'intelligence collective était très importante pour le succès de Montréal en commun. Et on a donc mis sur place une équipe à la Ville de Montréal qui devait animer les choix, animer les conversations pour arriver à des choix sur les données, les choix collectifs qu'on faisait, que tout le monde reste orienté sur un même objectif, une même théorie de changement, une même vision de changement, qu'on évalue le programme en continu. À toutes les années, on faisait une boucle d'évaluation, pas pour rendre des comptes sur qu'est-ce qui est les données qu'on peut mettre de l'avant auprès du public. L'idée, c'était de rendre des comptes à nous-mêmes par rapport à qu'est-ce qu'on doit améliorer, quel choix on doit faire, comment est-ce qu'on doit faire des choix plus efficacement. Puis cette évaluation-là du programme en continu, puis c'est pas toujours à la mode d'investir en évaluation, je sais, mais l'investissement qu'on a fait en évaluation puis en travail collectif a été très payant dans Montréal en commun parce qu'on a été capable de faire les bons choix puis des choix collectifs. Ça, c'est mon opinion. Et ça met en perspective votre démarche, mais je reviens avec ma question. Comment vous êtes arrivé à faire parler toute cette information-là que les projets choisis, les organisations qui avaient été choisies ont amené à la table?
Ça aussi, c'est une équation importante. Ben, une première base de réponse, en fait, et c'est intéressant, puis je trouve que c'est vraiment une démarche qui est encore vivante, pas juste à Montréal en commun, en général, qui est en fait qu'on a dû passer de cet espoir de prendre des quantités infinies de données, puis que là, une espèce de baguette magique allait marcher, puis que toutes les données allaient se mettre à parler ensemble. Non seulement on savait déjà depuis la logique de ville intelligente que ça ne marchait pas trop, mais là, en fait, on y a été confronté, et c'est vraiment en partant d'une notion, puis tout à l'heure, ça a été dit, je ne sais plus si c'était par François Maxime, de cas d'usage, c'est-à-dire de se dire, c'est quoi la chose qu'on veut réaliser, c'est quoi le résultat, et là, après, ça déboule automatiquement, OK, ça prend tous ces ensembles de données, et après, on rentre dans des démarches de, OK, comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait des référentiels communs, comment est-ce qu'on fait pour que ces données soient interopérables, se parlent, etc. Puis une fois qu'on a défini ça, l'enjeu technologique est moins compliqué. La plus grosse difficulté, c'est de trouver qu'est-ce qu'on veut faire, à quoi on veut obtenir, parce qu'en fait, on a vite fait de se perdre. Puis encore, je vais revenir là-dessus, vous allez me trouver pénible, mais vraiment cette approche de logique d'innovation, on va découvrir. Et il y a plein de choses, c'est comme la fameuse citation qu'on prête à Edison, là, qu'il a trouvé 1000 façons différentes de faire une ampoule qui ne marche pas, mais c'est la logique de l'innovation, c'est-à-dire que dans le processus, on a trouvé 1000 ensembles de données qui ne parlaient pas les uns avec les autres. Mais on en a trouvé quelques-uns qui parlaient et qui faisaient du sens de manière qui apporte une valeur aux usagers en bout de ligne. Hervé, un mot à rajouter là-dessus? Oui. Pour compléter, je pense qu'une des forces a vraiment aussi été de repartir de la base sur la gouvernance des données, le partage de données, avant d'être quelque chose de technologique, c'est du partage, c'est de la communication, c'est de l'échange, c'est de la discussion. Donc c'est revenir, comme a été réfléchi Montréal en commun, le projet à la base, on revient sur l'humain. Comment est-ce qu'on va amener les gens à collaborer? Comment est-ce qu'on va les amener à rendre des systèmes, si ce n'est interopérables, au moins qui se regardent et qui sont capables de se parler? Comment est-ce que, d'un cas, puis ça a été au-delà par chacune des trois thématiques, là, ça n'a pas resté de l'alimentaire sur le pôle alimentaire. Ça a été aussi d'apprendre les uns des autres. Ça a été certains des programmes qui ont mis en place une analyse des risques de leurs données. Ce modèle d'analyse de risque, ça a été réutilisé comme base par une autre organisation. Donc, tout le travail n'est pas à refaire. Et oui, ce n'est pas la même chose de A à Z, mais il y a une structure, une base qui est commune, qui a existé et qui a été partagée. C'était vraiment une des forces de Montréal en commun, je pense. Merci. Dans la présentation de Maxime, on a vu des exemples concrets de ce à quoi ça a servi. Moi, curieux dans mon genre, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça a dû arriver. En fait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'était ce qu'on tentait de réussir à résoudre qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que quand on a, dans un bureau, au début de mon mandat, moi et Stéphane, imaginé ce que devait être le LIUM, c'était le modèle de ce projet, c'est-à-dire faire venir l'innovation au sein de l'ensemble des services de la Ville de Montréal pour qu'il y ait cette collaboration entre le milieu d'innovation, l'écosystème et les différents services pour qu'on arrive à un certain décloisonnement du transfert d'informations, de communication et de mobilisation des équipes. Sauf que une administration publique, étant ce qu'elle est, elle a ce réflexe de toujours revenir à travailler en silo. Et ça, inévitablement, il y a ce questionnement par la suite sur à quoi ça sert ça, à quel service précisément, plutôt que de voir le tout de façon transversale et que ça augmente le niveau de communication entre services, souvent, on avait ces questions redondantes d'incompréhension à quoi ça allait amener à l'organisation, pourquoi ça fonctionnait. Et je suppose que cette question est toujours présente au sein de l'organisation. Je ne veux pas voler les mots de personne, mais je te dirais, on parle d'un beau succès, d'un beau projet, mais c'est pas vrai que tout fonctionne toujours bien. Mais ça, naturellement, c'est un des éléments qui, encore aujourd'hui, dans toutes les villes, c'est pas spécifique à Montréal, il y a des villes françaises qui sont ici, puis on parle ensemble, mais c'est le cas dans toutes les administrations publiques, ce réflexe de travailler en silo, d'avoir la difficulté à partager l'information et la donnée, de comprendre comment une donnée qui appartient à un service
qui, dans le fond, appartient à l'organisation, peut être utile à un employé d'un autre service et que, mis en commun, ben, on augmente nos capacités à développer des innovations. C'était ça le but, d'arrimer et d'arriver à un projet exemplaire comme celui-ci. Ben, aujourd'hui, ben, je pense que cet élément-là n'est toujours pas abouti. Maxime, êtes-vous pas mal d'accord? Oui, je trouve très intéressant l'approche de François Croteau, dans la mesure où est-ce que je suis totalement d'accord avec le fait que pour faire de l'innovation dans les services publics depuis 6 ans, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a des défis propres à l'administration publique qui sont réels. Le travail en silo en est un définitivement, mais moi, je suis un grand optimiste. Et ce que j'ai vu en travaillant dans Montréal en commun, c'est peut-être qu'on n'a pas réalisé la candidature aussi ambitieuse qu'on avait au départ imaginé. Ce que j'ai vu, par contre, moi, sur le terrain, c'est que même pour livrer quelques briques technologiques en mobilité intégrée, des briques qui sont par ailleurs très, très importantes, puis qui vont amener d'autres briques technologiques qui vont permettre une meilleure intégration des transports, ce qu'on a vu, puis Hervé peut confirmer, c'est des OPTC et des acteurs qui ne se parlaient pas avant Montréal en commun, qui ne partageaient pas avant Montréal en commun, et maintenant interopérabilisent leurs données, se parlent, développent des solutions technologiques ensemble, travaillent leur gouvernance de données ensemble. Donc, on a définitivement travaillé à renforcer la fondation en innovation. Et en innovation, il est normal qu'il y ait des échecs ou qu'il y ait des projets qui ne fonctionnent pas comme prévu. Un plan qui fonctionne comme prévu sur 5 ans va faire des mauvais projets. Ça, je l'ai toujours dit. L'agilité, l'adaptabilité, oui, il y a des choses qu'on pensait qui fonctionneraient d'une autre façon, puis finalement, ça a fonctionné d'une toute autre façon, puis on a su s'adapter là-dedans. Ça, c'est ce que je suis fier de ce que l'équipe a réalisé à la ville là-dessus. Mais oui, il y a encore beaucoup de défis pour les services publics qui veulent faire de l'innovation, de la ville intelligente. Il y a beaucoup de travail encore à faire, mais on progresse, je pense. Puis Montréal en commun nous a aidés à progresser à Montréal pour ça. C'était une rampe de lancement. Ouais. Je le souhaite vraiment. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur le momentum. Montréal en commun se termine bientôt, mais je pense qu'on a démarré quelque chose, puis il faut l'entretenir, puis ça va être le travail de mon équipe de le faire. Rassurer les contribuables montréalais, est-ce qu'il reste quelque chose de 50 millions? Oui, il reste quelques centaines de milliers de dollars. Bon, vous avez de l'argent pour finir vos projets? Oui, on a de l'argent pour finir les projets, puis je suis fier de dire que les projets, beaucoup ont changé d'échelle. Les projets qui avaient vraiment de la valeur pour changer d'échelle ont changé d'échelle. Wow. On pense à Locomotion, par exemple. Et il y a d'autres projets qui se sont très bien établis dans les milieux de vie, mais qui n'ont pas nécessairement vocation à être dans tous les quartiers de Montréal, puis c'est très bien comme ça. Qui sont propres à une réalité. Oui, qui sont propres à une réalité territoriale, mais qui soutiennent les communautés aujourd'hui. Donc ça, je suis très content de ça. Hervé? Juste pour faire du pouce, au-delà de ce qui reste monétairement, il y a les expériences, les apprentissages des différentes organisations, il y a les structures en place qui ont appris à partager leurs données, qui ont appris à, pour beaucoup d'OBNL, juste j'ai des données, je ne le savais même pas. C'est malheureusement la réalité. Puis, dans les freins, le changement d'employés, le turnover dans les organisations, c'est une réalité. Mais ça a aussi permis de renforcer quelque part les capacités de beaucoup d'organisations et pas seulement celles qui étaient impliquées dans Montréal en commun. Donc, cette expertise, pour moi, au-delà des centaines de dollars, milliers de dollars qui restent, il y a l'expertise qui a vraiment été acquise par les organisations, par le niveau le plus bas là, du partage, du niveau de partage. En gouvernance de données grâce à Norvert aussi. Bravo Hervé. Bon, là, on va passer aux questions des gens qui sont dans la salle. Si vous êtes en ligne, ben dommage, mais il fallait être dans la salle pour poser des questions. Il y a des microphones de chaque côté. Et justement, pour le bénéfice des gens ici sur la scène et aussi les gens qui sont en ligne pour suivre, je vous inviterai à vous rendre au microphone pour poser votre question. Et en attendant qu'il y ait des gens qui se rendent au microphone, moi, j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous tirez? Je sais qu'il y a des gens qui sont encore dedans, mais il y en a d'autres qui sont retirés de ce projet-là. Qu'est-ce que vous retirez de votre expérience de ce projet-là? Ça m'a permis de créer un OBNL qui,
aujourd'hui, fait essentiellement le travail du lieu, mais auprès de toutes les villes québécoises. Ça m'a permis, moi, professionnellement, après ma carrière politique, d'orienter une démarche d'accompagnement auprès des municipalités, de travailler sur ce qui était entamé, sur le modèle d'innovation et comment on réussit à travailler avec différents partenaires, mutualiser les ressources et tout. Bon, aujourd'hui, je continue sur cette lancée. C'est ma réalité quotidienne depuis. Et ça, je vous dirais que je pense que ça a même changé beaucoup l'orientation de ma carrière qui n'allait pas du tout dans cette direction-là et qui aujourd'hui, je la trouve... je suis très heureux d'être où je suis. Merci de faire ce lien-là. Quand je pensais de rampe de lancement, Maxime, c'est un peu à François que je pensais. Je veux juste voir s'il y a des gens qui sont au microphone. Oui, on va aller à une question, puis après, on va poursuivre. Monsieur? Oui, bonjour. Félicitations pour le panel. Ma question est pour Stéphane et François. Je serais curieux de vous entendre. Donc, il y a eu une grosse mobilisation de la part des organismes communautaires, des OBNL, de certaines OBNL, du milieu de l'enseignement. Pourquoi on a moins vu des gens plus du secteur privé dans l'implication de Montréal, dans la genèse de Montréal en commun? Merci pour votre question. Oui, en fait, c'était tout à fait dans le plan initial, sauf que la ville étant la ville, dans les mécanismes d'attribution des contrats, il y a un moment, on est arrivé un peu dans une espèce de cul-de-sac qui est que pour le détail technique, l'argent du fédéral allait à la ville et la ville redistribuait cet argent, mais selon les règles de la ville. Donc, une fois que l'argent a touché la ville, il est à tout jamais pollué dans la ville. Ouais. Et comme on devait passer par des cadres de subvention, pour les entreprises privées, c'était beaucoup plus difficile d'allouer des subventions. Et je dois vous dire que quand on était en rédaction, il y avait des incertitudes en termes d'approvisionnement qu'on n'a pas toujours le temps de résoudre. Donc, on aurait souhaité avoir et pouvoir vraiment compter sur le privé. Et on avait des entreprises du privé qui avaient levé la main pour participer. Mais à un moment, il y avait un peu trop d'incertitude de « OK, si on les embarque, est-ce qu'on va réellement être capable de leur faire parvenir les fonds qui pourraient leur être amenés en termes de contribution ?» Puis c'est sûr qu'à un moment, ils ne le faisaient pas non plus par pure charité. Là, donc, il n'y a pas du monde qui ont levé la main en disant « moi, je le fais, qu'il y ait d'argent ou pas d'argent ». Là, il y a un moment, il y avait quand même un intérêt à recevoir des fonds. Il y a un des éléments aussi qu'il faut retenir. Bon, naturellement, lorsqu'on attribue de l'argent à une entreprise privée, il faut aller sur les marchés. Hein? Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie que l'entreprise... Au-delà de tout ça, on peut aussi faire un bac à sable, faire de l'expérimentation avec une entreprise. Or, le problème, c'est que par la suite, si vraiment on veut octroyer la solution et mettre à l'échelle cette solution-là, l'entreprise qui a fait l'expérimentation doit libérer 100% de ses données et ses résultats pour que les concurrents aient la même information égale. Sinon, elle se disqualifie d'office pour participer à l'appel d'offres. Ce qui veut dire qu'en termes d'innovation, c'est très difficile par les systèmes d'approvisionnement traditionnels qui encadrent les villes de faire participer l'entreprise privée à des processus d'innovation. C'est pour ça que la plupart du temps, ce sont les OBNL qui ont la capacité, parce qu'un OBNL peut signer une entente de gré à gré sans appel d'offres et sans plafond de montant. Et c'est ce qui a facilité le travail au conseil de ville d'octroyer des subventions, parfois même de 5 millions à l'OBNL, de gré à gré, ce qui est absolument impossible avec une entreprise privée. Merci pour vos réponses. Merci pour votre question. Est-ce que je vois quelqu'un d'autre? Non. Alors, je poursuis. Stéphane, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Beaucoup d'humilité. Humilité, pas humidité. C'était vraiment c'est ça, c'est qu'on a des visions grandioses en partant et il faut vraiment accepter que ces visions grandioses ne vont pas toujours se réaliser et ça fait partie du processus d'innovation et de découverte. Et je dirais il y aura un deuxième élément qui est vraiment ce besoin, et c'est un peu ce que Maxime disait quand il parlait de colonne vertébrale, de toujours avoir un acteur qui est là pour maintenir le cap, assurer la collaboration, assurer la cohésion. Le projet s'est lancé pendant la COVID, là, comme dit François, à cause des déboires administrativo-provinciaux. On a vraiment commencé pendant la COVID en 2020. Et il y avait vraiment cette pensée un peu que, parce qu'on avait fait ce travail initial de mise en commun,
tout le monde allait se tenir par la main joyeusement, puis que ça allait aller. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est juste que chacun, en plus avec la COVID, a quand même un peu parti à prendre son ballon puis à courir. Et ça a vraiment pris un gros effort pour l'équipe du LIUM de s'assurer de retrouver cette dynamique collective et de retrouver le fait que 1 + 1 égale plus que 2, là, c'est-à-dire le tout est plus grand que la somme des parties, mais il faut vraiment un acteur qui garde cette cohésion, cette force d'impact collective. Hervé? Moi, je vais revenir aux organismes communautaires. Ça fait 20 ans que je travaille dans des organismes communautaires. Puis je pense que dans les grands legs qui restent, dans les choses qui vont rester de Montréal en commun, au-delà de l'idée de collaboration entre entités, collaboration aussi ville-OBNL, qui n'est pas toujours évident, toujours facile, c'est un grand nombre de ressources qui ont été développées. Puis si je prends juste ce qu'a pu faire Nord Ouvert, je pense qu'on est à 15-20 guides très pratico-pratiques là, sur comment, je n'ai pas de titre en tête, comment mettre en place une cartographie des données personnelles pour une OBNL. Les organisations, les OBNL doivent le faire, mais si elles sont 5 ou 10 ou même 20 à travailler sur la question de sécurité alimentaire, la protection des données, la cartographie des données, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est permettre d'accompagner mieux les populations qu'elles desservent. Donc, pour moi, ça fait partie des grands legs qu'il y a à travers Montréal en commun. Merci. Maxime, en terminant? De travailler avec des ingénieurs, c'était pour moi quelque chose de nouveau. Non, plus sérieusement, le grand leg de Montréal en commun, si j'avais à dire qu'est-ce qu'il y a eu sur mon impact sur ma personne, là, ça a été d'apprendre à travailler dans des écosystèmes extrêmement différents puis complexes. Les gens en alimentation et les gens en mobilité, c'est pas des gens qui ont l'habitude de se côtoyer puis de faire de l'idéation ensemble. Donc, juste de trouver des éléments sur lesquels on était capable de s'asseoir, de discuter, de trouver des solutions ensemble à des problèmes très complexes avec beaucoup d'obstacles. Moi, ça m'a fait grandir beaucoup comme professionnel, comme personne aussi. Ouais, ça m'a fait pousser des cheveux gris par moment, mais ça valait la peine. Ça paraît pas trop. Non, mais... Oui, ça paraît un petit peu. C'est pour ça que je voulais m'asseoir à côté de Stéphane puis François. Hey, messieurs, je veux vous remercier pour nous avoir raconté cette histoire-là, puis avec le recul, parce que c'est des années de travail. Merci. C'est un bel exemple. Puis je suis content de voir qu'avec d'autres initiatives, ça va se poursuivre. Quant à vous, merci d'être venus sur place comme ça. À la maison ou au bureau, merci de nous avoir suivis. Puis à tous, je vous souhaite une bonne suite. Je remets la parole à Armand. Pendant que les messieurs y jasent, merci. Non, vous pouvez rester sur place, ça va faire beau pour la caméra. Merci, guys. Merci beaucoup pour le beau panel. Honnêtement, ça a l'air confortable. Moi aussi, je voudrais continuer la conversation sur les beaux petits sofas. Les gens des poufs. À vous, hein? Impossible de bouger de là, vous êtes pris là. On prend une pause et tout de suite après, on va dévoiler les gagnants des MTL Tech Awards. Remise de prix. À tout de suite. Bonne pause.